Bienvenue chez Les Plumes Libres, une maison d'auteurs indépendants qui s'entraident, se soutiennent et font ensemble la promotion de leurs œuvres. Dans ce podcast, nous vous proposons de découvrir nos univers à travers la lecture d'extraits de nos romans ou de nouvelles inédites. Pour débuter cette semaine des Nuits de la lecture, je vous propose de découvrir mon premier roman, L'Orpailleur. C'est l'histoire d'Arthur, un jeune auteur débutant qui n'arrive jamais à terminer ses romans et qui va profiter du confinement de novembre 2020 pour s'inscrire à un stage d'écriture. Mais il ne sait pas dans quoi il se lance. L'extrait commence au moment où Arthur arrive au prieuré Saint-François, l'endroit où va se dérouler le stage pendant 1 mois. L'Orpailleur, un roman de Nicolas Maluka. Chapitre 4 Saint-François. Le GPS me guida jusqu'à destination. En toute confiance, j'avais suivi ses directives quand il m'avait ordonné de quitter la 4 voies pour une route départementale, et plus tard, quand il m'avait prié de tourner à droite dans 300 mètres. Mais je restais sceptique lorsqu'il m'invita à m'engager dans un chemin à peine praticable pour ma petite citadine. Les pluies d'automne avaient bombardé le sentier de nid de poule. Je dézoomais sur l'écran pour m'assurer que l'ordinateur ne m'emmenait pas dans l'un de ces raccourcis dont il avait le secret. Apparemment, non. Je ne me situais qu'à 500 mètres de l'arrivée, garantissait-il. Je poursuivis donc ma route, et après quelques minutes de slalom, j'aperçus un domaine encerclé d'un grand mur. Le prieuré Saint-François. Des véhicules stationnaient déjà sur l'espace dédié devant l'entrée. Je me garai à leur suite et consultai l'heure. 17h25. J'avais bien roulé. Théoriquement, je n'avais pas le droit de me trouver à plus de 100 km de chez moi. Confinement oblige. Mais le gouvernement se montrait souple du fait des retours de vacances. J'empoignai ma valise et avançai jusqu'à la porte principale, protégée par un appentis. Au-dessus, gravé sur la façade, on pouvait lire « Saint-François ». Je frappai à l'aide du lourd marteau en métal rouillé. Au bout de quelques secondes, une femme vint m'ouvrir avec un grand sourire. Habillée d'un tailleur gris élégant, comme on en voit sur le parvis de la Défense, elle détonnait dans ce décor rural. Ses cheveux blonds lissés tombaient sur ses épaules et dissimulaient de ci, de là quelques mèches blanches. Sa peau laiteuse, maquillée d'une fine poudre, ne dévoilait aucune imperfection. Je la supposais plus vieille qu'elle ne paraissait. 45 ans, peut-être même 50. « Bonsoir, je suis Nathalie », dit-elle en remontant ses lunettes sur son nez. « Bonsoir, moi c'est Arthur. »« Bienvenue au prieuré Saint-François, Arthur. Vous avez d'autres choses à prendre dans votre voiture ?»« Non, tout est là, » dis-je en montrant ma valise. « Parfait. Une fois passé cette porte, vous ne ressortez que le 1er décembre. » Ah, alors attention, je levai exagérément la jambe pour franchir le seuil. Trop tard, plaisantai-je. L'entrée formait un tunnel qui reliait le parking extérieur à la cour intérieure. Nathalie referma derrière moi et m'invita à la suivre jusque dans une pièce qui servait d'accueil. Elle s'installa derrière le bureau et parcourut ses fiches. « Alors, Arthur Vulu, c'est bien ça ?»« C'est ça. »« Je vais vous demander votre règlement, s'il vous plaît ?» Je lui tendis le chèque de 1 000 € que j'avais préparé en amont. « Merci. » Elle posa devant elle un petit coffre ressemblant à ceux que les pirates déterrent sur une île déserte et l'ouvrit. Un quadrillage en tissu le compartimentait en 10 box. 4 contenaient déjà des effets personnels. « Je vais vous demander de laisser ici votre téléphone portable éteint, ainsi que vos clés de voiture et vos objets de valeur. C'est pour éviter tout risque de vol, car vous ne pourrez pas verrouiller les chambres. » Je vidai mes poches et abandonnai dans son coffre tout ce que j'y trouvais. Mes clés de voiture, celles de mon appartement, mon portefeuille et mon stylo ouvre-lettres fétiche, un cadeau de ma correspondante Mila quand j'avais 13 ans. Mila habitait dans le sud de la France. Elle avait séjourné 3 jours chez moi en début d'année scolaire et, en arrivant, elle m'avait offert ce stylo. Me voyant muet devant son cadeau,
elle me l'avait pris des mains et avait retiré le bouchon. « Regarde, d'un côté tu peux m'écrire, et de l'autre... » Elle avait dévissé l'autre extrémité en prenant son temps et avait observé ma réaction en arborant la petite lame qu'il camouflait. « Tu pourras ouvrir mes lettres. » J'étais sous le charme. Je trouvais son cadeau très chouette comparé au mien, un petit bracelet brésilien acheté sur le marché. Ce n'était pas le côté gadget James Bond de son stylo qui m'avait plu, mais la leçon qu'une jeune fille venait de m'apprendre. Elle avait déniché le cadeau parfait. Peut-être que ses parents lui avaient soufflé l'idée, peu importe. Ce jour-là, j'avais compris une chose essentielle. Les histoires, comme les cadeaux, gagnent en élégance quand elles ont du sens. Nous avions commencé notre correspondance la semaine suivante, et comme ma vie n'avait rien d'extraordinaire, et que je voulais plaire à Mila, j'avais un peu déformé mon quotidien pour le rendre plus attrayant. Et j'y avais pris goût. Ce crayon avait donc écrit mes premières histoires. Depuis, je l'avais toujours gardé avec moi, en souvenir de cette leçon et de Mila que je n'avais jamais revue. « Un crayon, je vais en avoir besoin, rigolai-je. « Non, laissez-le là, on va vous en fournir autant que nécessaire. » Enfin, je sortis mon portable. Je vérifiai mes mails et SMS, puis je l'éteignis et le déposai dans le coffre. Avant de partir, j'avais envoyé un message à Philippe et mes parents. « Je pars m'isoler pendant 1 mois, je serai injoignable. On se retrouve en décembre, bisous. » Philippe, qui n'en ratait jamais une, m'avait répondu « Bonne écriture !» Nathalie referma le coffre. Je ressentis un léger pincement au cœur. En abandonnant mon portable, j'avais l'impression de lâcher le fil d'Ariane. « En ce qui concerne les repas, reprit-elle, suivez-vous des régimes particuliers ou faites-vous des allergies ? Non, je mange de tout sans problème. Parfait, on va pouvoir y aller alors. Nous sortîmes et je découvris la cour intérieure du prieuré. Elle formait un carré d'une 30aine de mètres de côté, traversé de haut en bas et de droite à gauche par 2 allées pavées, dessinant 4 carrés de pelouse. Au centre, un bassin rond en granit, entouré d'une margelle qui servait de banc, marquait le croisement des 2 allées. Face à nous, je découvris la chapelle coiffée d'un clocher avec son belvédère. En sortant du tunnel, nous tournâmes à gauche. Une moitié de l'étage servait de préau au rez-de-chaussée plus en recul. Nous le suivîmes jusqu'à l'aile nord. Toute cette partie du bâtiment nous sert d'hébergement. Nous entrâmes dans une petite pièce qui donnait accès à de plus grandes salles de chaque côté, et un escalier en colimaçon que Nathalie me désigna du doigt. « Par là, j'espère que votre valise n'est pas trop lourde. »« Ça devrait aller, » dis-je en grimpant. Au bout de l'escalier, j'arrivai dans un espace détente composé de 2 fauteuils et d'un meuble sur lequel se trouvaient des mugs, des boîtes à thé, des capsules de café, du sucre, une bouilloire et une machine à expresso. Vous aurez de quoi faire des pauses durant la journée. Nathalie s'engagea dans le couloir et je pus voir quelques têtes sortir. « Les chambres sont ici, » me dit-elle. Puis, s'adressant aux curieux, « Je ne vous présente pas encore Arthur, nous le ferons tout à l'heure. Prenez le temps de vous installer tranquillement. » Les 4 stagiaires déjà présents me saluèrent timidement et je répondis par un sourire. « Venez Arthur, votre chambre est ici. » La pièce était grande, mais ne manquait pas de sobriété. Sur les doigts d'une main, on pouvait compter. Un lit simple, une armoire, sous la fenêtre un bureau avec sa chaise, et pour seule décoration, une horloge. La pierre des murs suintait d'humidité et me rappelait, par l'odeur qui s'en dégageait, la maison de campagne de mes grands-parents. En sachant que j'allais vivre dans un prieuré pendant 1 mois, je m'étais imaginé tout un tas de scénarios. Dans l'autoradio, ils avaient annoncé le décès de Sean Connery, et je me voyais déjà dans Le Nom de la Rose, affublé d'une robe en toile de jute. Je pensais que la réalité serait plus confortable. À peine. C'était mieux comme ça. Je voulais une vraie expérience, de l'aventure. J'étais servi. À quoi m'attendais-je ? De la moquette ? Un lit de 2 mètres ? Un écran de cinéma et le room service ? Ça vous va ? Demanda Nathalie. C'est parfait. Je vous laisse vous installer, vider votre valise, vous poser. La salle de bain et les toilettes pour messieurs sont au bout du couloir à droite. Très bien, merci.
On se retrouve en bas de l'escalier à 18h15, dit-elle en montrant l'horloge. Je comprenais mieux de l'intérêt de la pendule. Ici, tout était réglé comme du papier à musique. De la rigueur, de la discipline, de l'ordre, voilà ce qui me manquait pour écrire convenablement. Nathalie repartit, je m'approchai de la fenêtre pour découvrir la vue. Ma chambre donnait sur un jardin de 500 mètres carrés, entièrement couvert de pelouse. À droite, j'aperçus un cadre en bois qui ressemblait à un but de football, et aussitôt je zappais du nom de la rose à Don Camillo. Derrière la haute enceinte du prieuré, je pouvais voir les champs et le fleuve à quelques kilomètres. Pas un voisin à la ronde. Le calme absolu de la campagne. Je tentais d'ouvrir la fenêtre, mais par mesure de sécurité, je ne pouvais qu'utiliser l'oscillo battant. Le vent s'engouffra tout de même et je pus sentir l'air frais. Malgré la chambre simpliste, je ne regrettais pas ma décision. J'étais mieux confiné ici que de mon appartement. Je vidai ma valise dans l'armoire mise à ma disposition, puis je visitai la salle de bain des hommes qui comportait un grand lavabo à 3 vasques et, derrière, 2 douches individuelles. Au fond, un séchoir électrique permettait d'étendre nos serviettes. La pièce ressemblait à la chambre, sobre et propre. Dans un monde hors de ce prieuré, j'aurais comblé ce temps d'attente en sortant mon téléphone portable pour lire les fils d'actualité des réseaux sociaux. Là, sans trouver d'autres occupations, je m'étais allongé sur le lit quelques minutes. À 18h15 précise, nous nous présentions tous en bas de l'escalier. Comme je vous le disais, commença notre guide, la partie nord est dédiée à votre hébergement et à celui de l'équipe encadrante. Le prieuré Saint-François a été construit au début du XIXe siècle. En 1950, après plusieurs années d'occupation allemande puis d'abandon, il a été réhabilité en pensionnat. Environ 90 garçons vivaient et étudiaient dans ces lieux. Les chambres que vous occupez étaient, à cette époque, leur dortoir. Sachez qu'ils la partageaient à 6. « Je vais arrêter de me plaindre alors !» fit Étienne, l'un des stagiaires. Nathalie rit par politesse. Aujourd'hui, le prieuré est loué principalement à des entreprises pour des séminaires, sauf depuis 1 an où nous l'occupons. Mais vous noterez plusieurs éléments qui rappellent son histoire. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble de l'établissement, il y a des salles de réunion dont nous ne nous servons pas. Commençons par un lieu essentiel, le réfectoire. Elle nous emmena au rez-de-chaussée de la partie ouest, près de l'entrée, où nous découvrîmes tout le charme d'une cantine d'école des années 50. Le buffet du matin sera à votre disposition entre 7h et 9h. Le déjeuner sera servi à 12h30 et le dîner à 20h. Veillez à bien respecter les horaires. Le maître Savigny est très à cheval là-dessus. En bons élèves, nous acquiesçâmes. Nous quittâmes le réfectoire et continuâmes sous le préau en longeant l'aile ouest. « Nous reviendrons ici tout à l'heure, » dit Nathalie. La face sud était divisée en 2 parties séparées par un chemin menant à une porte dans le mur. De l'autre côté de la porte, il y a le verger et le potager. Un jardinier vit ici une partie de l'année. Vous ne le verrez pas, il est absent jusqu'en février. Notre équipe chargée de l'intendance vit également dans cette partie. La nuit tombait, le froid avec, et nous nous hâtâmes pour retourner au chaud. La bibliothèque occupait tout l'angle sud-est, jusqu'à la chapelle qui fermait le carré. L'endroit, beaucoup mieux mis en valeur que la partie dortoir, vous invitait à la lecture. En son centre, on trouvait une longue ligne de petites tables de travail, chacune disposant d'une lampe de bureau. Des étagères de livres recouvraient tous les murs et une passerelle en bois permettait d'accéder aux ouvrages les plus hauts. La lumière jaune et le velours rouge des fauteuils réchauffaient la pièce. Ici, vous trouverez des encyclopédies, des romans et tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour vos recherches ou simplement pour le loisir. Toutefois, la recherche, bien qu'elle puisse être essentielle, ne sera pas l'objet principal de votre stage. Nous revînmes sur nos pas et Nathalie nous fit entrer dans la partie ouest qu'elle avait gardée pour la fin. Elle nous désigna une porte à gauche. « Le bureau de Monsieur Savigny », dit-elle comme si elle révélait un secret. Au lieu de visiter le bureau, nous prîmes à droite et nous entrâmes dans un grand salon au fond duquel trônait une cheminée. Le feu brûlait avec vigueur et nous appréciâmes sa chaleur.
Nathalie nous invita à nous installer dans des fauteuils placés en demi-cercle et nous demanda de patienter. La timidité nous imposa 1 minute de silence avant que l'une des 4 femmes prenne la parole. « En tout cas, nous sommes dépaysés. C'est un bon cadre pour l'écriture, je pense. »« Oui, c'est bon pour l'inspiration, » fit une autre. « J'ai hâte de découvrir comment tout ça va se dérouler. » Je les écoutais et observais chacun de mes camarades en cherchant un détail physique commun qui pouvait révéler notre goût partagé pour l'écriture. Je n'y trouvais rien de particulier. Il y a un siècle, toutes nos mains auraient été tachées d'encre. Je m'attardais sur la plus jeune des stagiaires, une jolie blonde vêtue d'un jean et d'un gros pull en laine beige au col roulé tombant. Ses yeux noisettes surprirent mon regard insistant et je sentis mes joues s'enflammer. Heureusement pour moi, la porte s'ouvrit et Nathalie entra suivie de tout un groupe. Chapitre 5 : Les règles du maître. Je comptais une parfaite égalité des sexes, 4 dans chaque camp. « Mesdames et messieurs, bonjour !» dit l'homme qui fermait la marche. Nous répondîmes par un bonjour en chœur, tandis que l'équipe se plaçait face au demi-cercle que nous formions. « Soyez les bienvenus au prieuré Saint-François, votre maison pendant ce mois de novembre. Je m'appelle Gérald Savigny. » Je donnai la 60aine à Gérald Savigny. Grand, large d'épaules, le crâne dégarni et une barbe de 4 ou 5 jours blanche, il portait un long manteau comme on en voit dans les westerns de Sergio Leone ou sur le dos de Francis Lalanne. Sa voix grave et posée rappelait celle de Jean-Claude Michel, l'acteur qui doublait Sean Connery, mais pas dans Le Nom de la Rose. « Je serai votre maître de stage, » continua-t-il. « C'est moi qui vais vous guider tout au long de ces 30 jours qui seront très excitants, j'en suis sûr. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais vous présenter mon équipe. » Il posa la main sur l'épaule de Nathalie. « Voici Nathalie que vous connaissez déjà, une femme exceptionnelle. Sans Nathalie, je ne suis rien. Elle m'aide à lire vos textes et à compter le nombre de mots que vous produirez chaque jour. Et puis, elle s'assure que vous ne manquez de rien. Si vous avez des questions, des petits bobos, c'est elle que vous pouvez aller voir. C'est votre maman d'adoption, en somme. En revanche, elle ne viendra pas vous border le soir. Non, ce sera le rôle d'Olivier et Kevin ici présents. » Olivier et Kevin ressemblaient à 2 agents de sécurité de mon hypermarché ou, pour être plus romantique, 2 bodyguards. En toute honnêteté, leur physique avantageux les rapprochait plus de la seconde comparaison. Des beaux garçons, certes, mais que je ne voyais pas venir m'embrasser sur le front en remontant mon drap sur mes épaules. « Je plaisante, bien sûr, » continua Savigny. « Olivier et Kevin sont mes hommes à tout faire. Ils tiennent 3 rôles ici. Ils s'occupent de notre sécurité et interviennent pour les petits travaux de bricolage dont cet ancien bâtiment a parfois besoin. Leur 3e mission, il sourit avant de poursuivre, c'est de vous mettre des baffes si vous n'avancez pas comme il se doit dans l'écriture de votre roman. » Nous éclatâmes de rire de manière exagérée pour combler notre hôte. « Oh, vous rigolez, mais il semblerait que certains y prennent goût. Enfin, voici l'équipe chargée de l'intendance. Hector et Anne à la cuisine, et Laure et Annabelle pour le ménage et la blanchisserie. » Le maître s'avança vers nous. « Maintenant que vous savez qui nous sommes, à vous de vous présenter. Qui commence ?» Nous nous regardâmes tous. « Ne faites pas les timides. Donnez-nous pour le moment votre prénom et votre âge, si cela n'est pas inconvenant bien sûr. Allez, démarrons à gauche. » Aurélie, 31 ans, et Stéphanie, 41 ans, assises à ma droite, se lancèrent. À mon tour, je donnai mon prénom et mon âge et passai la parole à mon voisin. « Jean-Patrick, je peux dire sans me tromper que je suis le doyen avec mes 71 ans. »« Il n'y a pas d'âge, Jean-Patrick, pour écrire, » leur assura le maître avant de désigner le stagiaire suivant pour continuer les présentations. « Étienne, 46 ans. »« Je suis Laura, j'ai 29 ans. »« Anaïs, j'ai 27 ans. J'en aurai 28 pendant ce stage. »« Ah, intéressant. J'adore les gâteaux d'anniversaire, dit le maître. Je vais l'ajouter à mon agenda. À quelle date est-ce ? Le 8 novembre. Parfait, je n'oublierai pas.
Donc la jolie blonde s'appelait Anaïs et elle était Scorpion. Je gardais ces informations dans un coin de ma tête. Savigny remercia ses collaborateurs et tous se retirèrent pour nous laisser seuls avec lui. Il approcha un fauteuil identique au nôtre et se plaça au centre de notre cercle. « Bien, dit-il après s'être assis et avoir croisé les jambes. Les choses sérieuses commencent. » Il prit le temps de réfléchir. Il adoptait l'attitude d'un maître Jedi. Ça me plaisait. « Je vous remercie tous pour votre inscription à ce stage. » Il me jeta un regard complice. « J'ai cru comprendre que certains ont franchi le pas tardivement. » Je souris. « Pourquoi ai-je créé ce stage ?» Il n'attendait pas de réponse, juste de l'attention. « Ma vie m'a entouré de beaucoup de gens talentueux, dès mon plus jeune âge. Du moins, moi, je les trouvais talentueux. Eux ne le pensaient pas. Des artistes, des auteurs, mais pas seulement. Je les voyais commencer leur œuvre et s'arrêter au contour sans en dessiner le cœur. Je leur disais « Pourquoi ne continue pas alors que les prémices nous ouvrent l'appétit ?» Ils évoquaient souvent le manque de temps et, un peu gênés par ma question, promettaient de s'y remettre un jour. En vérité, c'est la peur qui les arrêtait. C'est la peur qui les empêchait de reprendre leurs travaux pour les mener à bien. Que de gâchis. Les artistes doivent aller au bout de leur processus créatif, bon ou mauvais. Et le NaNoWriMo est un exercice redoutable pour cela. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de ce stage, afin d'accompagner tous ces gens qui doutent d'eux-mêmes. Et il s'interrompit pour observer si ces mots provoquaient une réaction de notre part. « Et vous, pourquoi vous êtes-vous inscrit ?» Il nous consulta du regard et s'arrêta sur celui qui semblait prêt à répondre. « Jean-Patrick ?» Le doyen se redressa dans son fauteuil. Il chercha à contrôler ses émotions. Le maître lui sourit pour le mettre en confiance. Je n'avais jamais entendu parler du NaNoWriMo avant cette année. Si je me suis inscrit, c'est principalement parce que je n'arrive pas à finir mes histoires. Ma femme, Catherine, est partie l'année dernière, emportée par la maladie. Toute sa vie, elle a attendu que je lui fasse lire un roman. D'abord, je lui ai dit qu'il fallait patienter jusqu'à ma retraite, qu'à partir de ce moment, je pourrais y consacrer plus de temps. Et puis, quand j'ai eu toutes mes journées libres, j'écrivais, mais je n'étais pas capable d'aller au bout de mes projets. Je le lui promettais pour son anniversaire, en juillet. Puis je reportais le cadeau à Noël. Et ainsi, d'année en année, on arrive à la fin d'une vie sans avoir rien produit. Désolé les jeunes de plomber l'ambiance, mais je trouve formidable que vous veniez ici à votre âge. J'aurais dû le faire moi aussi. Merci Jean-Patrick, dit le maître très ému. Vous représentez exactement ce pourquoi je veux faire ce stage. Trouver des perles avant qu'il ne soit trop tard. Convaincre vos esprits que vous êtes capables de le faire. Nous avions tous salué le discours de Jean-Patrick et personne n'allait pouvoir justifier aussi bien sa présence ici. Et vous, Laura, pourquoi vous êtes-vous inscrite ? Brune, les cheveux coupés au carré, des lunettes noires aux larges montures, Laura portait un tailleur rouge, des bas couleur chair et des escarpins aux talons aiguilles de 7 cm. Moi, c'est d'abord un défi personnel. Je n'ai jamais écrit de ma vie et ça fait partie de ma to-do list. Comme je voulais mettre toutes les chances de mon côté, j'ai décidé de suivre ce stage. D'accord, je vois qu'on a là une battante, dit le maître. J'aime ça. C'est dans ma nature. Si je fais les choses, je les fais à fond. Sinon, ça n'en vaut pas la peine. Bien, très bien. Vous l'aurez compris, je bénis la discipline. Elle me guide chaque jour. Elle est le remède contre la procrastination. Répondez honnêtement. Il n'y aura pas de jugement. Est-ce que parmi vous, certains ont une tendance à la procrastination ? Timidement, nous levâmes tous la main, excepté Laura. Ce n'est pas un défaut, c'est une vraie maladie. Ce n'est pas à confondre avec la fainéantise. Je suis sûr que vous ne l'êtes pas. La procrastination vous ronge et je sais que vous vous en rendez compte. Nous acquiesçâmes et Anaïs prit la parole. J'ai fait un article sur ça. Je suis blogueuse et j'ai interviewé plusieurs auteurs à ce sujet. Tous m'ont confié qu'ils vivaient entre la peur de faire et la culpabilité de ne pas avoir fait. Moi, je ressens ça un peu,
mais certains écrivains m'expliquent que ça leur bouffait leur journée et leur morale. Je l'écoutais, à la fois charmé et heureux d'être entouré de gens comme elle. J'avais la sensation, sans y avoir participé, d'être dans une réunion d'alcooliques anonymes où tout le monde partage la même souffrance et ose parler sans peur du jugement. « Vous avez raison, Anaïs », confirma Savini. « D'ailleurs, prenez un article qui traite de la procrastination, n'importe lequel. Il y aura de bonnes chances qu'il donne en exemple l'écriture d'un livre, entre autres. Pourquoi ? Parce qu'écrire un roman est une tâche exigeante qui se fait sur le long terme. C'est du pain béni pour la procrastination, qui a tellement d'occasions de remettre en cause vos capacités à atteindre cet objectif. Plus la route est longue, et plus la chance d'abandonner grandit. Comme le disait Anaïs, la procrastination se nourrit de vos peurs. C'est pourquoi la discipline est la clé pour la combattre. S'astreindre à la régularité d'un métronome empêche de se juger à chaud. Si vous ne vous jugez pas, vous ne vous dévalorisez pas. Vous ne remettez pas en cause votre capacité à réussir et par conséquent, vous ne laissez pas le champ libre à la procrastination. Il marqua quelques secondes de silence pour que ces derniers mots s'ancrent bien dans nos esprits. Anaïs, vous êtes blogueuse, donc je suppose que vous produisez pas mal d'articles. Rencontrez-vous des difficultés à les écrire ? Pas tellement. Travaillez-vous des textes plus longs ? J'essaye, c'est pour ça que je suis là. Je n'écris pas assez vite, et comme vous le dites, je finis par abandonner. D'accord. Et quand vous écrivez, arrivez-vous à rester régulière, à vous imposer un temps d'écriture chaque jour ? Oui, en général. Donc, on voit que la régularité n'est pas la seule clé de la réussite. Bien sûr, il faut avancer chaque jour, mais il est nécessaire de marcher assez de pas pour que le voyage ne dure pas trop longtemps. Car on se lasse de nos projets. On traverse des phases où l'écriture est très enthousiasmante et beaucoup d'autres où l'on peine. On avance à la force du poignet, difficilement. Et si notre motivation, qui s'égrène au fil du temps, ne compense plus ces moments douloureux, il ne reste qu'une solution pour ne plus souffrir. Abandonner. Le NaNoWriMo vous prouvera que vous savez produire de la quantité. Le maître se tourna vers moi pour me donner la parole. Je suis ici pour les mêmes raisons, avouai-je. Je commence beaucoup de romans et je ne les finis pas. J'entasse des débuts d'histoire dans mon tiroir. Je pense cumuler tous les problèmes. Je n'écris pas assez vite, je ne suis pas régulier, je procrastine. Vous n'avez donc aucune chance de réussir votre NaNoWriMo, plaisanta le maître. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous avez la volonté de changer, n'est-ce pas ? Oui, cette fois je veux le faire pour de bon et le remporter. Stéphanie et Étienne évoquèrent les mêmes symptômes que moi. Aurélie, cheveux longs châtains regroupés dans un chignon, salopette en jean par-dessus une chemise jaune, s'exprima en dernier. Moi, c'est un peu différent. Je suis auteur. J'ai déjà écrit 3 livres. Mais depuis 2 ans, je suis incapable de rédiger quoi que ce soit. J'ai tenté le nano l'année dernière sans succès. Je viens ici pour essayer de me décoincer, on va dire. C'est intéressant, dit le maître. Comme quoi, rien n'est acquis pour toujours. Il se leva et approcha un paperboard. Maintenant que nous savons pourquoi vous êtes ici, que manifestement vous êtes tous venus de votre propre chef avec la volonté farouche de relever le défi, je vais vous exposer les règles du jeu. Nous échangeâmes des sourires entre élèves, excités comme des collégiens qui attendent leur nouvel emploi du temps. Il écrivit un 1 sur le tableau, suivi de « travail individuel ». Tout d'abord, règle numéro 1. Il ne s'agit pas d'une activité collective. Je n'ai rien contre les ateliers d'écriture où tout le monde travaille à partir d'une consigne donnée. Mais je pense que beaucoup d'auteurs ne sont pas adaptés à cela. Chacun a des envies différentes, une façon de faire, une route à suivre. Nous ne sommes pas là pour écrire un seul roman, mais pour que 7 personnes écrivent chacune son roman. Vous ne devez pas échanger sur vos projets personnels. Pourquoi ? Parce que certains sont mal à l'aise avec cela. Il n'y a que 2 personnes qui liront vos productions, Nathalie et moi-même. Je veux que vous vous débrouilliez seul avec votre roman. Lorsque vous sortirez d'ici, quand vous vous retrouverez face à votre page blanche chez vous, il n'y aura plus personne pour vous aider.
C'est ici, durant ce stage, que vous gagnerez la confiance dont vous aurez besoin à ce moment-là. Enfin, dernière raison, vous aurez assez à penser à votre roman pour ne pas avoir à vous préoccuper de celui d'un autre. C'est entendu ? Cette première consigne me convenait parfaitement. Les règles imposées dans les ateliers d'écriture me tétanisaient. Savini précisa. Je ne vous interdis pas d'échanger sur votre façon de travailler, sur votre plaisir à écrire. Servez-vous de cela comme une émulation pour vous surpasser. Encouragez-vous, mais gardez votre projet pour vous. Il retourna à son tableau. Règle numéro 2. Inutile d'écrire à toute vitesse. Je sais que vous n'êtes pas les champions dans ce domaine, mais je le précise quand même. Le stage s'arrêtera dans tous les cas le 1er décembre. Nous privilégions la... Il changea de couleur pour mettre en évidence le mot suivant. Régularité, pas les performances d'un jour. Cela nous amène à la règle numéro 3. 1667, nota-t-il en insistant sur chaque chiffre et en le soulignant. Vous le savez, pour réussir le NaNoWriMo, vous devez écrire 50 000 mots. Divisé par 30 jours, cela vous donne 1666,66666 mots par jour. J'arrondis cela à 1667. Il tapota sur le paperboard. Vous devez me donner chaque soir, à minima, 1667 nouveaux mots. Et je serai intransigeant. Il s'assura que tout le monde confirme d'un hochement de tête. On ne rigole pas avec ça. Rappelez-vous de ce que nous avons dit. Régularité et grands pas. Je compte sur vous pour bien respecter cette règle. Pour écrire ces 1667 mots quotidiens, nous allons vous mettre à disposition des machines à écrire et du papier. Comme c'est un peu bruyant, et puisqu'un cadre est nécessaire, vous devrez respecter la règle numéro 4. Vous ne pourrez écrire que dans les horaires suivants. De 9h du matin jusqu'à midi, et de 14h à 17h. Je ne veux pas entendre de machine à écrire en dehors de ces plages. Vous avez 6 heures. C'est suffisant normalement pour écrire vos 1667 mots, même pour vous. Le reste du temps peut être consacré à la recherche, à la promenade dans la cour, à la sieste. Profitez de ce cadre dépaysant pour vous relaxer. Vous verrez que ces temps de repos serviront autant votre roman que ceux durant lesquels vous tapez frénétiquement sur vos machines. À 17h, l'un de nous passera à récupérer vos productions de la journée. En bas de chaque page, vous noterez le nombre de mots comptés. Il laissa une pause avant de poursuivre. Enfin, règle numéro 5. Oui, vous devez écrire 1667 mots, mais il vous est interdit d'écrire n'importe quoi. Il faut que cela soit lisible, intelligible, cohérent, et que vous nous racontiez une histoire. N'allez pas me recopier 1667 fois le même mot. D'accord ? Mais dans l'autre sens, cela reste un premier jet. Nous n'attendons pas un chef-d'œuvre. Nous ne porterons aucun jugement sur vos écrits. Ne vous mettez pas de pression, nous savons que vos phrases seront maladroites, qu'il y aura des éléments manquants, d'autres à enlever, et qu'il y aura des fautes d'orthographe. Ce n'est pas grave. Il entoura sur le tableau les 5 règles puis conclut. Toutes ces règles ne sont pas là uniquement pour vous ennuyer. Je pense que vous êtes venu ici pour elles, pour avoir un cadre, n'est-ce pas ? Il n'attendait pas de réponse de notre part. Elles sont là pour vous pousser au maximum, pour que le jour où vous vous retrouvez dans une situation d'écriture délicate, vous sachiez l'affronter. N'oubliez pas une chose, quand on est auteur, on est à la fois le mineur, l'orpailleur et le tailleur. On ne peut pas faire tous ces métiers en même temps, car ils ne requièrent pas les mêmes outils. Le premier, avec sa pioche, doit creuser vite et sortir un maximum de matière. Le second tamise et ne garde que ce qui a de la valeur. Le dernier débrute et facette. Chaque étape est utile à la fabrication d'un beau bijou. Pendant ce mois de travail, vous serez des mineurs, juste des mineurs. Vous allez extraire de la matière encore et encore. Vous ne devrez pas juger votre gros tas de cailloux avec l'œil de la femme à qui l'on a promis le bijou. Vous devrez le regarder comme un contremaître qui ne se soucie que d'une seule chose, l'aiguille de la balance qui pèse votre travail quotidien. Vous êtes ici pour être de grands et forts mineurs. Je veux voir 7 Stakhanov.
Chapitre 6. Départ. Pour conclure ce temps d'accueil, notre hôte nous offrit du champagne et tout un assortiment de canapés et d'amuse-gueules délicieux. « Je lève mon verre au lancement de ce stage », dit le maître. « Relevez le défi et vous serez fiers de vous. Un dernier mot toutefois, en cette période de pandémie. Je ne fais pas une fixation là-dessus, mais gardez vos distances les uns aux autres. Au moins les 10 premiers jours, on ne sait jamais. Je vous en serai reconnaissant. » Nous trinquâmes et les conversations s'engagèrent par petits groupes. Tandis que je félicitais Hector et Anne pour leur avocat truite fumée, le maître Savini s'approcha de moi. « Alors Arthur, vous ne regrettez pas votre décision, j'espère ?»« Il faudrait être difficile, » dis-je en montrant ma verrine vide. « Merci pour eux. Vous travaillez vous-même dans un restaurant, je crois. »« Oui, mais je ne cuisine pas. Je sers seulement. »« Ce n'est pas moins noble. » Je souris. Le pensait-il vraiment ? Toutes mes règles ne vous ont pas effrayé ? Je peux paraître un peu sévère parfois, mais j'aime quand les choses sont carrées. Non, vous avez raison, au moins tout est clair ainsi. Parfait. J'ai l'impression que nous avons un bon petit groupe cette année. Ses yeux bleus bordés de rides brillaient comme ceux d'un enfant avant un tour de manège. Il semblait aussi enthousiaste que nous à l'idée de démarrer cette aventure. Difficile d'apercevoir sous cette carapace le cœur sensible d'un artiste. S'il s'était présenté en tant que client au Belle Hélène, j'aurais craint cet homme. J'en voyais passer des types comme lui, le genre supérieur qui ne connaît pas le « s'il vous plaît » ni le « merci », ou qui vous fusille d'un regard si vous l'obligez à préciser sa commande. En fin de compte, parmi ceux-là, j'aurais pu trouver des auteurs. L'apéritif terminé, le maître nous abandonna et Anne nous guida jusqu'au réfectoire pour le dîner. Comme nous avions déjà bien profité du hors-d'œuvre, nous ne restâmes pas longtemps à table et à 22h, nous regagnâmes le dortoir. Nous découvrîmes sur nos bureaux une machine à écrire, des modèles différents, mais tous datant des années 60 ou 70. À côté, comme un aperçu du travail à venir, une ramette de feuilles A4 vierges m'effraya par son épaisseur et sa blancheur. Après une douche rapide, j'imitai mes camarades et m'enfermai dans ma chambre. J'étais partagé entre la fatigue que cette journée bien remplie me procurait et la peur du lendemain. Je passai la main sur les touches de la machine à écrire, enfonçai quelques lettres pour tester leur résistance. Demain, je devrais y taper des mots, des phrases et des pages. Je m'allongeai dans mon lit et fermai les yeux. Qu'allais-je donc pouvoir raconter ? Il était temps que je m'en préoccupe. Est-ce que, pour avancer plus rapidement, je pouvais reprendre une de mes histoires inachevées ? Je pouvais écrire les 5 premiers chapitres, ce qui me laissait un peu de répit pour réfléchir à la suite, celle-là même qui me posait problème il y a quelques mois. Ou alors fallait-il se lancer dans quelque chose de nouveau ? Oui, quelque chose de nouveau. J'étais ici pour être un homme nouveau. Je ne pouvais pas faire du réchauffé. Quel genre ? Un roman historique ? Non, trop de recherche. Pour plus de facilité, je devais l'ancrer dans mon quotidien. On oubliait donc la science-fiction, la fantaisie et tout ce qui nécessitait un monde à créer. Une histoire d'amour ? Forcément. Mais pas que ça. Un roman d'horreur ? Ah oui, j'aimerais bien. J'adorais les séries B et ces films ou romans qui ne se prenaient pas la tête et qui nous faisaient peur. Ou alors une comédie. Oui, mais c'était difficile la comédie. On devait construire pour une comédie pour que les choses fonctionnent au bon moment. Là, je n'avais pas le temps d'élaborer tout un plan. Il fallait que demain soir, j'aie mes 1667 mots écrits. Il me fallait au moins la fin, que je sache dans quel sens partir. Il me fallait le protagoniste, son sexe, son âge. Il me fallait ses qualités, ses défauts, ses habitudes, son métier, ses hobbies. Il me fallait le prénom de ses amis, de son patron, celui de sa mère, de son père. Il me fallait son objectif, sa quête et les enjeux. Il me fallait des obstacles. Il me fallait le narrateur. Il me fallait... Encore une fois, je me retrouvais noyé sous un tsunami de questions sans réponse. Sous mes draps, je suffoquais et cherchais l'oxygène. Je me levai et ouvris le battant de ma fenêtre. L'air froid de la nuit remplit mes poumons. Je regrettais à présent de me trouver là. Pourquoi m'étais-je imposé cela ?
Après tout, peut-être que je n'avais pas les capacités requises pour devenir un écrivain. Peut-être que je m'obstinais pour rien. Je pouvais encore annuler, leur rembourser le dîner et l'apéro s'ils le voulaient. Reprendre ma voiture, retourner me cacher chez moi jusqu'au 1er décembre. Que dirais-je à Philippe ? Et à Savigny alors ? J'avais là un partenaire qui pouvait m'accompagner dans l'écriture, m'encourager dans les moments de doute, me pousser quand je n'avancerais pas assez vite. Comment lui dire que j'abandonnais ? Et Anaïs et les autres ? Que penseraient-ils de moi ? Si je ne continuais pas cette aventure, autant tirer définitivement un trait sur mes rêves de carrière d'écrivain. Inutile de s'y remettre dans 1 mois ou 2. À force de peser le pour et le contre, je finis par me laisser tomber sur mon lit sans avoir répondu à la principale question. Que pouvais-je raconter ? Pour la première fois, je souffrais du vrai syndrome de la page blanche. Je m'endormis avant que la fée inspiration n'apparaisse. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez découvrir nos romans, n'hésitez pas à visiter notre site internet lesplumesLibres.com. Et si vous souhaitez nous soutenir ou nous rejoindre dans l'équipe des Plumes Libres, visitez notre page lesplumesLibres.com/soutenir. À bientôt!